Les bâtiments d'aujourd'hui sont morts avant même d'avoir vu le jour. Et ça, vous l'avez sûrement remarqué. L'architecture aujourd'hui ne semble ne se résumer qu'à des cubes en béton sans personnalité qu'on peut construire à peu près partout. Elle semble exister uniquement pour satisfaire les quotas de promoteurs immobiliers qui n'en ont rien à faire de la beauté de nos villes. Le résultat, c'est le nouveau village olympique, censé représenter ce qui se fait de mieux dans l'architecture européenne, mais pour au final n'être seulement qu'un amas de cubes majoritairement construits en béton. Est-ce que c'est ça notre futur? Est-ce qu'on est condamné à vivre dans des villes carrées, cubiques, qui ne ressemblent à rien? Bien sûr que non. Il existe toujours des projets vertueux qui ont à cœur de faire renaître ce petit quelque chose qui rend l'architecture universelle. Et le bâtiment dont on va parler aujourd'hui, c'est la Samaritaine. Et pour comprendre ce qu'apporte vraiment ce bâtiment, pour comprendre pourquoi il est important, il va falloir qu'on s'intéresse à son histoire et à la symbolique derrière. 1869. Fort d'une expérience bâtie en tant que vendeur dans une multitude de commerces, Ernest Cognac se met en quête d'ouvrir son propre petit magasin. Anciennement calicot dans une tente sur le Pont Neuf, un petit local d'un café voisin attire son attention. Il y voit du potentiel, et même s'il n'en a pas les moyens, notre cher Ernest décide de se lancer dans cette aventure. C'est un petit commerce de nouveautés. Il y vend café, liqueurs et vins, et arrive petit à petit à vivre de son entreprise. Il finit par rencontrer quelqu'un, une des premières vendeuses du rayon confection du bon marché, Marie-Louise Jay, qu'il décida d'épouser en 1872. Ensemble, ils continuèrent de développer leur magasin, alors rebaptisé la Samaritaine, qui s'agrandit à une vitesse si folle qu'ils acquièrent petit à petit les différents magasins du quartier et forment alors le grand ensemble que l'on connaît aujourd'hui. Le magasin s'agrandit à tel point qu'il en vient à modifier son quartier. Notre couple d'entrepreneurs voulait alors marquer un grand coup. Ils firent alors appel à Franz Jourdain, grand architecte de son époque et même conseiller d'Émile Zola lors de l'écriture du célèbre Au bonheur des dames. Finalement, t'avais raison maman, ce livre a bel et bien servi à quelque chose au final. Pas question de construire en pierre, le métal serait notre canevas. Il fallait accueillir le plus de monde possible. Et pour ça, le fer permettait de concevoir de grands espaces. Surtout, d'ouvrir le plus possible les façades. C'est la naissance des vitrines de magasins. Mais la ville de Paris n'était absolument pas conquise. Les responsables détestaient carrément le projet. Ils bloquaient alors la construction du nouveau bâtiment, stoppaient toutes les idées de Franz. Et à force de bataille, ils réussirent à construire une partie de leur projet. Mais la façade sur la Seine, ça c'était une autre histoire. Ça ne pouvait plus durer comme ça. Toute progression était rendue impossible. Franz Jourdain n'était plus la solution. C'est là qu'un nouvel architecte intervient. Henri Sauvage. Un nom sexy pour un bâtiment tout aussi sexy. Il imagine, conçoit et fait construire cette façade art déco aujourd'hui bien connue et marqua ainsi l'achèvement d'un grand projet de magasin qui se voulait être plus que de simples panthéons du capitalisme. La Samaritaine voulait avoir un impact sur la société de l'époque. Ils ont imaginé un programme mixte avec des maisons de repos, des logements sociaux, une pouponnière et même encore un club de sport. Un lieu rassemblant sans discrimination toutes les catégories sociales. Seulement tout ça ne pouvait pas continuer. La fermeture des Halles en 1970 marqua la fin d'une ère et précipita le déclin de la Samaritaine. Un déclin qui perdurera jusqu'au rachat de l'ensemble par le groupe LVMH en 2001, qui ferma les bâtiments en 2005 pour raison de sécurité. Mais la Samaritaine n'avait pas dit son dernier mot. Et tel le phénix, elle finira par renaître de ses cendres, habitée d'une toute nouvelle mission. La renaissance de la Samaritaine fut donc confiée à 4 agences d'architecture, chacune remplissant un rôle bien précis. On parle ici de l'agence japonaise Sana, qui mériterait une vidéo à elle seule, mais aussi des agences Lagno Architecte, François Brugal Architecte et Associés et SRA Architecte. Tous avaient conscience de l'aventure dans laquelle ils s'embarquaient, et le symbole fort que la Samaritaine se devait de représenter. Comme on l'a vu précédemment, les magasins de la Samaritaine faisaient toujours des vagues architecturalement. Et même si aujourd'hui les façades art déco et art nouveau sont célébrées, ce n'était pas vraiment le cas avant. C'était même tout à fait l'inverse. Alors comment est-ce qu'on va marquer le coup? Comment est-ce qu'on va innover avec un contexte historique et urbain aussi complexe? Et est-ce que c'est tout simplement possible de faire un bâtiment qui plaise à tout le monde? Eh bien ça, je vais vous le dire. Il faut d'abord savoir ce que l'on va construire. Et la nouvelle Samaritaine sera un lieu de mixité. On y mélangera hôtels de luxe, grandes enseignes, petits commerces, logements sociaux et même une crèche. Ce bâtiment sera bien plus qu'un simple panthéon du luxe. Il sera porteur d'espoir. La beauté ne sera pas réservée qu'à l'élite, mais elle doit être accessible à tous. Et cette beauté, elle commencera par la rénovation des façades art déco et art nouveau. Elles seront de nouveau un phare depuis la Seine, l'exemple parfait de la diversité architecturale parisienne. Et cette diversité, elle est faramineuse. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendez compte de l'immensité du chantier. Ce chantier, c'est
70 000 m² de bâtiments rénovés ou construits, dont 20 000 m² de surface de vente et 15 000 m² de bureaux, 10 000 m² de voiries requalifiées, donc c'est-à-dire des rues transformées, et une place aménagée de 5 000 m². 280 entreprises françaises sont engagées dans la rénovation du bâtiment. 16 000 feuilles d'or appliquées sur l'ensemble des garde-corps Art Nouveau du grand magasin. Et en vrai, c'était possible de sauver la quasi-totalité des bâtiments. Malheureusement, tous n'étaient pas dans un état reconstructible. Le vieux bâtiment rue de Rivoli tenait à peine debout. Des étages incohérents, une structure abîmée à tel point qu'elle en devient irréparable. Malheureusement, il fallait prendre une décision compliquée. Et il a fallu détruire ce bâtiment. Mais cette destruction, c'est aussi une opportunité. Et c'est là que Sana rentre en jeu. Il fallait proposer une nouvelle façade pour la Samaritaine. Un nouveau visage qui viendrait se placer dans l'imposante rue de Rivoli. Un bâtiment et une façade qui se voudraient plus accessibles et qui inviteraient les gens à venir découvrir la Samaritaine. Mais surtout, il fallait un geste architectural fort qui s'inscrirait dans la lignée des travaux d'Henri Sauvage et de France Jourdain. Autant dire que ça s'annonce compliqué. Et quand on a une tâche aussi complexe en face de nous, autant faire simple. La force des anciens bâtiments était leur utilisation du fer et du verre, de mettre en avant le progrès et les savoir-faire français de l'époque. Et ça fait vraiment partie de l'identité de la Samaritaine, et c'est donc ce que l'équipe de Sana a décidé de faire. Même chose que lors de la construction de la Samaritaine, on va utiliser le fer, l'acier et le verre, mais avec la finesse et la précision que les technologies d'aujourd'hui nous permettent. On se retrouve alors avec une façade fine, une façade légère, qui vient marquer l'histoire de la Samaritaine. On a ainsi un véritable voyage dans le temps, du passé au futur depuis le Pont Neuf, et du futur au passé depuis la rue de Rivoli. Et c'est ça que j'aime. On n'a pas peur de proposer quelque chose de nouveau. On conserve son héritage, mais on continue d'avancer vers quelque chose de neuf. La Samaritaine, c'est avant tout embellir son histoire, la célébrer, mais aussi regarder vers l'avenir. Cet énorme projet de 750 millions d'euros me fascine. Je trouve qu'il raconte quelque chose et ne se cantonne pas à de simples boîtes en béton. Il cherche à faire parler, il dérange, il interpelle, mais il cherche surtout à rassembler et à proposer une alternative au développement de nos villes. La Samaritaine redonne de l'importance à la symbolique de l'architecture. On n'est pas que dans l'optimisation, on n'est pas là que pour faire un bâtiment qui soit rentable. On veut marquer les esprits, on respecte les habitants et surtout on veut aller de l'avant. Ce projet, c'est la preuve que les architectes rêvent encore, que les gens rêvent encore. Personne ne veut d'une simple boîte en béton que l'on peut construire n'importe où. On ne veut plus d'une architecture monotone et ennuyeuse, et ça se ressent. Si je peux vous promettre quelque chose, c'est que la nouvelle génération d'architectes, celle dont je fais partie, veut tout faire pour aller au-delà du postmodernisme. On rêve tous de faire des projets comme la Samaritaine, de retrouver de la beauté, mais surtout de retrouver une certaine éthique dans la construction. On veut utiliser les savoir-faire locaux, on veut que notre architecture soit le fruit de son environnement. On veut pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau, qui ne crache pas pour autant sur son histoire. Tout ça, c'est ce que j'appelle la beauté en architecture. Et ce genre d'architecture existe déjà, et elle commence à se faire remarquer. Que ce soit les projets de Mars Architects, de Renzo Piano, de l'atelier Senzu, et même encore de Roth Architecture. On a Studio Lada, Wellalo et Choi, et j'en passe. Tous cherchent à bâtir une autre voie. Revenir à quelque chose de plus sensé, sans pour autant sacrifier la qualité de leur travail. Et si vous tenez à suivre cette évolution, que le renouveau de la beauté en architecture vous parle, eh bien abonnez-vous à la chaîne et explorez avec moi le monde merveilleux de l'architecture. C'est tout pour moi, à plus.